Alors moi je me présente donc en tant qu'acteur de terrain en fait, les conseils de développement. La coordination nationale est une organisation bottom-up, remontante, girondine si vous voulez. On part vraiment de l'expérience des conseils de développement, donc c'est de ça dont je pars. Les conseils de développement, ça existe depuis une vingtaine d'années. Bon, le concept, de façon générale, c'est simple. On crée une instance avec toute la diversité de la société civile, des milieux économiques, sociaux, environnementaux, universitaires, j'en passe, plus des habitants ou des citoyens. Et on fait phosphorer tous ces gens-là sur les politiques locales, donc tous sont bénévoles, sur les politiques locales et sur le devenir territorial. Alors, on a 20 ans d'expérience maintenant. On peut dire que les conseils de développement, qui étaient définis dans un rôle de think tank, amateur et bénévole, ont un peu évolué. D'une part, ils ont bien rempli ce rôle, et j'y reviendrai juste après. Mais ils ont aussi évolué dans un rôle de passeur, c'est-à-dire de mise en relation des différents acteurs de la société civile, parce qu'ils ont reconnu, ils ont repéré qu'effectivement, c'était une façon de passer de la réflexion à l'action. Et un troisième rôle qui est celui d'animation de débat territorial pour faire un peu de la pédagogie, de la sensibilisation, et de se mettre à l'écoute aussi des habitants et des citoyens. Voilà, donc il y a ces trois rôles qui se sont créés un petit peu spontanément. Alors, à travers cette diversité, évidemment, selon les territoires, selon les configurations humaines, que ce soit du côté des élus ou du côté des membres du conseil de développement ou de leur président, il y a tel ou tel aspect qui est plus ou moins mis en avant. Et ça dépend beaucoup des situations locales. Et nous pensons que cette diversité des situations locales, de toute façon, est irréductible et est souhaitable. Alors, maintenant, quelles sont un petit peu les caractéristiques des réflexions conduites et des réflexions notamment sur l'action ? Premièrement, les conseils de développement se positionnent naturellement comme la maison du temps long. On rejoint la perspective, naturellement. Les questionnements, d'abord le questionnement institutionnel qui sont posés au conseil de développement, c'est d'être consulté sur les projets de territoire, sur les grands documents d'urbanisme et de planification ou de programmation. Donc naturellement, effectivement, ça amène à se pencher sur le temps long. Mais au-delà de ça, lorsqu'on pose à un conseil de développement une question assez spécifique, il a tendance assez naturellement à la mettre en perspective, d'une part. Deuxièmement, une vision transverse. C'est naturel, de par la composition. Cela amène à croiser, comme on le disait tout à l'heure, des systèmes de valeurs qui est peut-être le plus compliqué dans les exercices de prospective. À partir de la diversité de la composition du Conseil, on croise les systèmes de valeurs du développement, notamment le développement économique, mais aussi les valeurs liées à l'urgence économique, à la solidarité, au vivre ensemble et au projet de société, à la démocratie, etc. Ces valeurs qui sont souvent contradictoires quand on entre dans les détails, dans les projets, dans les propositions. Donc ça, c'est un exercice qui se fait au quotidien dans les conseils de développement. Alors en particulier, les conseils de développement, il y en a qui sont très orientés économiques, mais la tendance générale, c'est quand même d'avoir une réflexion sur le développement au sens large. Et en particulier, pour ce qui concerne le développement économique, puisque c'était quand même un petit peu la question aussi, on privilégie les critères. Dans la littérature actuellement sur le développement économique, on voit apparaître l'importance qui est donnée aux synergies locales, aux coopérations locales, à la spécialisation, à la création de filières, à la création de bassins de compétences, etc. C'est un petit peu l'effet local dans certains modèles par rapport à la croissance naturelle due à la composition économique d'un territoire. Il y a un effet local qui fait que ça marche plus ou moins bien par rapport à ce que devrait être la croissance naturelle. Et cet effet local, c'est souvent effectivement de la coopération entre les acteurs. Donc il y a toute une culture territoriale. Il y a des endroits où ça marche très bien et des endroits où ça marche moins bien, on va dire poliment. Quelquefois pas bien du tout en matière de coopération et de synergie. Voilà, donc ces trois caractéristiques. Premièrement, le temps long. Deuxièmement, la vision transverse, notamment transversalité des systèmes de valeurs. Et puis troisièmement, l'importance donnée au dialogue entre acteurs et au dialogue territorial.
Voilà, donc c'est un petit peu mon premier point sur la partie développement. Là, je rejoins ce qui a été dit par certains intervenants, avec moi un message positif qui est que quand on donne en fait une mission à des bénévoles, qu'on leur donne du temps, qu'on leur donne de l'information et un sens à leur réflexion, c'est-à-dire que les élus s'emparent ensuite des réflexions du Conseil de développement, eh bien, on arrive à des résultats qui sont très intéressants et très encourageants. Et ça rejoint ensuite par le terrain des modèles de développement qui peuvent être impulsés par le haut, notamment dans des impulsions par l'État, par exemple. Alors, deuxième passage, puisque donc je fais la transition, sur les institutions. On avait 4 messages. Hein. Premièrement, on parle du millefeuille. Nous, le millefeuille, on le vit de la façon suivante. Le millefeuille notamment territorial, c'est-à-dire l'intercommunalité par rapport à la commune. Il y a aussi effectivement le département par rapport à la région, etc., l'articulation des échelles plus haut. Je parle de la commune et de l'intercommunalité qui sont en débat actuellement, à nouveau en débat. On constate que une grosse partie de la vie quotidienne des gens sont gérés à une échelle territoriale qui dépasse largement la commune. Ceci justifie pleinement le fait d'avoir des intercommunalités et d'avoir pour ces intercommunalités des compétences correspondant effectivement aux enjeux tels que les vivent les citoyens. Pour autant, on constate également qu'il y a une proximité avec le maire, que dans les sondages d'opinion montrent que les sondés accordent leur confiance principalement au maire, ne connaissent pas l'intercommunalité, donc la question de leur accorder la confiance ne se pose pas vraiment. Et puis par rapport à d'autres institutions ou d'autres niveaux territoriaux, ils arrivent un petit peu plus en retrait en termes de confiance. Donc, nous avons tendance à nous placer d'un point de vue pragmatique. Et pour cela, s'appuyer sur les dynamiques territoriales telles qu'elles existent. Donc on constate effectivement que l'intercommunalité est une nécessité et a des compétences, très bien, que la commune est un échelon de proximité qui est vécu aussi, en termes un petit peu de ressenti, d'appartenance ressenti par les citoyens. Donc ces deux niveaux doivent coexister. Nous sommes pour la paix des ménages entre les communes et les intercommunalités, ce qui n'est pas le cas de toutes les prises de position politiques que l'on observe en ce moment. Pour revenir au millefeuille, maintenant, sur la question de la lisibilité, de la compréhension, de la transparence, etc., j'aurais tendance à dire que la question n'est pas tellement est-ce que l'organisation est bonne ou pas, est-ce que la répartition des compétences est bonne ou pas, est-ce qu'il faut la changer. Il y a certainement des améliorations à apporter au fil de l'eau au niveau du détail. De toute façon, toute organisation, moi j'étais consultant en organisation pour des très grandes entreprises, toute organisation, sa principale qualité, c'est quand elle est évolutive, c'est qu'elle sait s'adapter à l'évolution de la situation. Et de toute façon, ils font changer fréquemment, sinon c'est les effets pervers de toute organisation qui se manifestent. Donc l'organisation doit évoluer de toute façon. Elle est imparfaite, très bien. Elle est toujours imparfaite, même si on la change. L'important, c'est la façon dont s'exercent les différentes compétences, dont s'exerce la préparation de la décision et la prise de décision et l'explication de la décision. En France, nous sommes dans un modèle, là aussi, comme j'ai vécu dans une entreprise internationale, on avait des modèles de management, différenciés, enfin, selon les nations. Il y avait l'un des critères qui était la distance du pouvoir, distance entre le manager et le managé. La France était en tête du classement pour établir de la distance entre le manager et le managé, à égalité avec le Japon. Évidemment très loin derrière d'autres pays européens qui sont dans la moyenne, comme l'Allemagne, et alors encore plus de ceux qui sont vraiment dans un modèle très horizontal, comme certains pays scandinaves par exemple. Mais la France est vraiment au top. On n'a pas du tout la culture de la participation, de la préparation en commun de la décision, etc. La démarche d'intelligence collective, c'est quelque chose qui n'est pas naturel dans cette culture-là. Et donc il y a un véritable enjeu
pour faire progresser les pratiques d'exercice du pouvoir, et notamment, ça s'applique notamment dans le pouvoir local entre l'intercommunalité et les communes. Même entre communes et intercommunalités, on observe ce type de difficultés. Donc ceci nous amène à l'ouverture de cette participation, de cette mobilisation d'intelligence collective. C'est plus que de la participation, c'est vraiment de la coopération avec la société civile et avec les citoyens. Je voudrais aborder 2 points là-dessus. Premièrement, la démocratie et la citoyenneté, ça s'aborde donc d'une part sous l'angle des pratiques de la part des décideurs, comme je viens de le dire, mais aussi sous l'angle de la responsabilité des citoyens. Nous sommes quand même dans une société où on a une tendance depuis plusieurs décennies, une tendance négative vers 3 facteurs. Premièrement, une perte un petit peu d'influence ou de prévalence de la notion d'intérêt général, de la culture du commun. On voit émerger le NIMBY, l'égoïsme, etc. Chacun raisonne de plus en plus en fonction, centré sur ses intérêts particuliers. Deuxième tendance, le consumérisme. Ça va aussi avec la première, mais en matière politique aussi, on est dans une attitude consumériste. On voit que d'après les sondages d'opinion, les gens sont très très en faveur de l'écologie, très très bien. Dès qu'il s'agit de prendre des mesures, on prend toutes les mesures qu'on veut, pourvu que ce soit l'État qui les prenne. L'État, il faut qu'il fasse son travail. Mais par contre, dès que ça touche à mon porte-monnaie, ou que ce n'est pas l'État qui paye ce que je dois faire, ou que je dois changer mes comportements, à ce moment-là, ça commence à tiquer un peu. Donc il y a véritablement là tout un travail à faire en matière de construction, de reconstruction en quelque sorte d'un sentiment de responsabilité. Et puis troisième grande tendance, c'est l'émotion maintenant qui prend le pas sur la raison. C'est une tendance depuis toujours, enfin depuis très longtemps dans les médias où le sensationnel a véritablement une place croissante. Mais on le voit maintenant, ça atteint des sommets avec effectivement les fake news et l'accélération apportée par les réseaux sociaux. Le fait de sortir de l'émotion, de prendre le temps de raisonner, de confronter des points de vue, d'écouter l'autre, de valider les hypothèses de travail que l'on a et ensuite de construire effectivement des solutions qui soient réalistes. Tout ça, ça nécessite d'agir. C'est du domaine du cognitif, comme vous disiez tout à l'heure, et c'est pas à la mode. C'est pas à la mode pour l'instant. Enfin, il faudrait que ça le redevienne. Donc, il y a tout un travail d'éducation à la citoyenneté qui se fait à travers le débat et qui est le pendant de la part que doivent faire les décideurs de leur côté en ouvrant leur méthode de travail, leur façon de travailler, de préparer les décisions et de les expliquer. Est-ce que je peux vous demander, en une phrase, s'il y avait une mesure prioritaire pour comme aménagement institutionnel, qu'est-ce que vous choisiriez? Juste une phrase. Juste une phrase, une proposition. De s'intéresser beaucoup plus à la façon de fonctionner qu'aux organigrammes. On a une belle synthèse. Je voudrais demander...